Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une Je ne me constance suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, politiques. J'aime pas les garçons, ça fait mal, ça pique. People are suffering. People are dying. How dare you? C'est même pas la faute des juges, c'est le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Senabou Sonko. Au départ, l'écriture a été vécue comme une souffrance où je me suis dit mais pourquoi moi quoi. Enfin, laissez-moi tranquille là, j'ai juste envie d'aller d'aller faire du roller avec mes copines quoi. Le froid aussi s'était installé, bien comme il faut, mais il ne me dérangeait pas. J'ai erré une bonne heure, fini épuisée, non par la marche, mais par une sorte de vertige que je n'avais encore jamais éprouvé. Vertige d'un horizon sans fin vers lequel je tendais presque. Quelle direction prendre ? Il y a de fortes chances que je n'ai rien fait d'autre que tourner en rond dans une toute petite partie de la forêt, dans l'attente que quelque chose vienne briser le rythme de mes pensées circulaires. Chico ? Je ne le cherchais plus vraiment. Sûrement avait-il retrouvé son chemin, s'en était-il retourné au quartier. Alors j'ai commencé à marcher sans relâche, marcher à en oublier la fin, sans que jamais, par Allah, me vienne en tête l'envie de m'arrêter. J'étais seule, j'avais la paix, celle qui permettait toutes les excentricités. Personne n'était là pour poser de regards discriminants sur ma personne. Seuls les oiseaux ont dû se demander si j'étais sérieuse quand j'ai commencé à crier comme une tarée. Avec Senabou Sonko, on a parlé de silence, de musique et de pigeons. Senabou Sonko, vous êtes écrivaine et musicienne. Vous avez publié au tout début de l'année votre premier roman, Jeans, qui a fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu de la littérature française. Il reprend tous les codes du conte initiatique. Votre héroïne Panda, devant se confronter à son destin, reprendre le négoce de guérisseuse de sa grand-mère, Mamie Pirate. Tout est là, la plante magique, les animaux enchantés, la méchante sœur, la marraine la fée, bien sûr, la mission, sortir l'ami Jimmy d'HP, et aussi le sidekick drôle et fidèle qui accompagne l'héroïne dans sa quête. Tout est là, mais tout sort des codes aussi, à commencer par la langue de ce livre, un français brodé d'argot et de dialectes, bref, une langue vivante. On va revenir ensemble sur la genèse et l'écriture de ce livre, Senabou, mais je voudrais qu'on commence par la fin. La morale de l'histoire, et pardon pour le spoiler, c'est de rester pirate. C'est une figure politique que je trouve récurrente en ce moment, la figure du pirate. Ça m'a fait penser notamment à Fatima Wassak, qui pense l'écologie dans les quartiers populaires et qui vient d'écrire Pour une écologie pirate. Senabou Sonko, est-ce que vous êtes pirate ? Et si oui, comment cela se vit-il ? Je pense que oui, je suis pirate, mais malgré moi, finalement. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Être pirate, c'est un statut, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est un statut assez inconfortable, dans le sens où on n'a pas toujours accès à la terre ferme. On est finalement en pleine mer, alors vaut mieux pas avoir le mal de mer quand on est pirate. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser. En fait, c'est un peu mon endroit, c'est mon imaginaire, c'est ma langue, c'est un bateau. C'est un bateau que j'ai construit au fur et à mesure de mon parcours. Peut-être qu'on peut revenir un peu en arrière aussi sur moi et sur mon parcours. Moi, je suis née à Paris, et de cet endroit où je suis, sur mon bateau, qui est arrivé, j'ai décidé de devenir pirate
peut-être après le lycée, au final. Après le lycée, donc je passe un bac littéraire au lycée Voltaire à Paris. Et là, j'ai l'intuition qu'il va falloir continuer mes études quelque part. Et pas à Paris, surtout pas à Paris, quoi. Là où tous mes camarades tenaient à absolument aller étudier à la Sorbonne. Moi, je savais que j'allais aller dans un endroit où j'allais rencontrer des gens qui me ressemblent. Donc, j'ai décidé de poursuivre mes études et d'aller à Paris 8. J'ai entamé une fac de lettres modernes là-bas. Et c'était génial, j'ai adoré, justement. J'ai rencontré des gens qui me ressemblaient. Et c'était hyper important pour moi. Même si à l'époque, c'est pas quelque chose que j'avais conscientisé, mais c'était hyper important pour moi. Donc, je fais ma licence de lettres modernes à Paris 8. Et au moment du master, là, toutes mes copines banlieusardes, justement, elles ont qu'un rêve, c'est d'aller poursuivre leur master à Paris. Parce qu'on ne peut pas rester banlieusarde toute sa vie, quoi. Et moi, en fait, je viens déjà de Paris. Donc, il y a un peu ce truc où, les provinciaux, à un moment donné, il faut partir, il faut aller à la capitale pour poursuivre ses études. Sauf que moi, mon problème, justement, c'est que je viens déjà de Paris. Alors, en banlieue, je ne le suis pas non plus, au final. Donc, je vais où ? Je vais beaucoup plus loin. Il va falloir que j'aille beaucoup plus loin. Ça, je le sentais pertinemment, que j'allais devoir aller beaucoup plus loin. Sauf que je viens d'une famille où on est pauvre, donc il n'y avait pas forcément la possibilité de prendre un billet d'avion et d'aller loin en avion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? Mais encore une fois, c'est plus dans ma tête et dans mon imaginaire que ça s'est passé. C'est que je suis allée dans la forêt de Fontainebleau et j'ai ramassé du petit bois et je me suis construit mon petit bateau en me disant que ça allait être mon moyen de transport. Voilà, j'ai construit mon petit bateau de mes mains, un bateau plus ou moins solide. D'ailleurs, il n'était pas du tout... je l'ai fabriqué avec ce que je pouvais, avec des petits débris de bois. Et une fois le bateau prêt, là, je me suis dit, OK, maintenant, on va pouvoir partir au moins quelque part, en tout cas. Et là, je pars en mer. Je pars en mer et sur mon bateau, je suis seule. Là, c'était quand même des périodes de grande solitude. Les années passent, des années de tempête, des années d'orage, des années d'ouragan. Ça arrive même que tu te fasses attaquer par d'autres bateaux pirates à certains moments, quoi. Et le temps passe, et t'es toute seule, en fait, sur ton bateau. Et là, tu lèves la tête, tu regardes vers le ciel, et au final, il n'y a que des oiseaux qui volent au-dessus de ta tête et qui te parlent. Et tu te mets à oublier la langue des hommes, la langue que tu as appris, la langue que tu parlais initialement, et tu te mets à parler la langue des oiseaux. Vraiment. Parce qu'il n'y a que eux qui communiquent avec toi, au final. Et ces oiseaux, eux, ont la liberté de voler et de pouvoir aller de part et d'autre, d'aller sur la terre ferme, d'aller choper un mot par-ci, par-là. Et ils reviennent toujours parce que, heureusement, les oiseaux sont fidèles quand même. Ils reviennent te voir sur ton bateau. Toi, t'es en PLS sur ton bateau, t'en peux plus. Et ils reviennent, ils te disent, tiens, regarde, moi, je suis allé trouver un mot là, sur la côte. Est-ce qu'il pourrait peut-être t'intéresser, ce mot ? Donc voilà, j'ai l'impression que ma langue et l'écriture est née d'une position d'inconfort aussi. De pas être à sa place et de trouver sa place sur un bateau et de parler avec les oiseaux, quoi. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer de retranscrire cette langue des oiseaux, en tout cas la langue que les oiseaux m'ont appris. On va essayer d'en faire quelque chose et de la retranscrire et d'en faire un livre, quoi. Waouh, c'est magnifique. On est déjà parti en voyage. L'émission vient à peine de commencer. J'ai posé une seule question et c'est déjà, je suis déjà transportée. Je voulais parler aussi de cette façon dont vous avez abordé les médias, la couverture médiatique de Jeans. Elle a été, bon, évidemment, c'est un livre publié chez Grasset, c'est un premier roman qui a été très mis en avant, mais j'ai eu le sentiment que vous partiez aussi, d'ailleurs, vous venez de le faire, qu'il y a une forme d'abordage dans votre façon de venir parler de votre livre et de votre travail dans les médias. Oui, je ne l'ai pas spécialement vécu comme ça. Pour le coup, la promo, je l'ai surtout... c'est ma pratique de la boxe anglaise, en fait. J'ai l'impression je savais bien qu'il y avait quelque chose de cet ordre, un petit peu. Il y avait clairement ça. De l'entraînement, de la rigueur, de garder... d'être toujours sur l'axe quand tu te déplaces. Et beaucoup d'esquives. Ah ouais, ça a été énormément d'esquives.
à beaucoup d'interviews, j'ai eu l'impression de pas vraiment de parler de mon travail, mais de juste dire non, gauche, droite, esquive, esquive. Enfin, non, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça. Les premières, en tout cas, enfin, quelques-unes comme ça. Et au fil, j'apprends, en fait, c'est mon premier roman. Donc, moi, je découvre en même temps. Et comme j'ai une double personnalité, alors j'ai l'impression à la fois de répondre aux questions, et en même temps, il y a une autre partie de moi qui est en train d'observer le processus et en fait, d'analyser même la manière dont on va me poser des questions, qui fait que du coup, j'avais l'impression de ne pas être tout à fait là, d'être complètement dissociée à la sortie du roman. À la fois, j'ai envie de répondre aux questions, et en même temps, il y en a une qui sort de moi et qui observe en fait comment ça se passe. Qui a envie de commenter les questions qu'on lui Qui a pose. envie de commenter plutôt. les questions qu'elle lui pose. Donc ça, c'était... il y avait beaucoup de ça à la sortie du roman. Ensuite, plus globalement, j'en suis quand même assez satisfaite, même si, voilà, il y a certaines interviews, j'aurais aimé qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'aient pas lieu parce qu'elles n'ont pas été menées. Et il y a souvent ce truc aussi où premier roman est égal forcément autobiographie. Alors que pour moi, c'est une fiction. C'est de la fiction. Ouais, c'est un univers très onirique en plus. Exactement. Donc c'est difficile de le ramener même à une époque ou même à un endroit précis, quoi, même s'il y a quelques lieux identifiés. Exactement. Donc tu passes ton temps à analyser aussi comment le livre est reçu, à te poser des questions sur comment sont accueillis des livres écrits par des personnes minorisées en France aussi, étant donné que il n'y en a pas énormément, en tout cas de l'ordre de la fiction. Moi, j'ai vraiment écrit Jean, en fait, en me disant, avec ça en tête, que il y en a eu, en fait, avant moi, qui ont fait le taf, qui ont débroussaillé le chemin. Je pense à Mame Fatou Niang, Maboula Soumaoro, ou même au film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. Pour le coup, elle a vraiment ouvert la voie. Et c'est vrai que moi, c'est des œuvres qui m'ont marqué. Et en écrivant Jean, je me suis dit, bon, là, ça y est, c'est le moment, là. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre, en fait, et de faire de la fiction. C'est bon. On n'est pas condamné à devoir témoigner de notre condition de minorité. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre, quoi. Ouvrons la fenêtre. J'ai envie de respirer, en fait. Et la fiction, moi, ça a été une vraie porte pour respirer. J'avais besoin de ça. C'était important pour moi, en tout cas, d'inscrire mon œuvre dans l'imaginaire aussi, dans quelque chose où il allait falloir inventer. De toute façon, je n'avais pas tellement le choix d'inventer aussi, parce que je savais très peu. Je savais très peu de choses sur l'histoire familiale. On ne se parle pas, il y a beaucoup de silence dans ma famille. Alors, moi, la fiction, c'était une manière, justement, d'aller toucher la vérité par la fiction. Ce qui est assez paradoxal, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus proche de la vérité en écrivant de la fiction. Et que l'autobiographie, je suis pas sûre d'en écrire un jour. Hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est Leonora Miano qui dit dans un autre épisode de La Poudre qu'elle n'écrira jamais d'autobiographie parce que comment se dénuder face à des gens qui pensent que vous n'êtes pas eux. Et moi, cette réflexion, la question que se pose Leonora Miano, c'est également une question que je me suis posée pendant l'écriture de Jean. Il est hors de question de se dénuder, de toute façon. En tout cas, il va falloir se dénuder par détournement. Voilà, il va falloir trouver des angles différents. On va revenir un petit peu en arrière. Seynabou Sonko, vous avez grandi dans le 20e arrondissement, à Paris. Oui. C'était comment ? C'était sport. Hein. C'était sport. C'était vraiment sport. Alors moi, je suis issue d'une famille de 6 enfants. J'ai 3 grandes sœurs. Et je suis la 2e en partant du bas. J'aime bien dire ça, histoire de ne pas dire que je suis l'avant-dernière, ce qui est une position un peu particulière. Et j'ai la chance d'avoir des grandes sœurs qui se sont également beaucoup occupées de moi, dont une en particulier, la plus grande, qui était presque comme une seconde maman, parce que ma mère était occupée à bosser, à travailler, à aller chercher l'argent quoi, pour subvenir à nos besoins. Alors j'étais beaucoup dehors, j'étais énormément dehors en fait. Je passais mon temps dans les terrains vagues et aussi énormément au skatepark. Je faisais du roller à l'époque.
Et j'étais hyper chaude en plus. Aujourd'hui, je serais incapable de descendre une rampe là. Votre héroïne a fait du skate dans Oui, Jeans. je me suis inspirée de cette expérience-là. Mais oui, c'était beaucoup de mouvements. C'était très sport. J'avais l'impression d'être tout le temps en train de courir et de jouer, de rigoler. Je pense que j'étais une enfant assez joyeuse aussi. Et d'esquiver déjà un peu? Non. Non, j'ai l'impression que justement, enfant, peut-être que la naïveté de l'enfance fait que tu te prends juste tout au premier degré, quoi. Et que t'as pas le temps d'esquiver. Esquiver, j'ai appris à le faire plus tard. Tu veux avoir en confiance, quoi. Ouais. J'ai lu que vous étiez dyslexique au CP. Et je me suis dit, c'est intéressant, la dyslexie, moi, c'est quelque chose que j'ai aussi un peu parfois, d'inverser les mots, d'inverser les syllabes. Et je me suis dit, c'est déjà une démarche, en fait, littéraire, la dyslexie. C'est un réagencement des mots et des syllabes. C'est déjà un travail en soi sur la langue. Est-ce que vous l'avez déjà envisagé comme ça? C'est vrai qu'à la sortie du livre, j'avais entrepris de faire mes dédicaces, d'écrire mes dédicaces en miroir. À l'envers, parce que c'est quelque chose que je fais assez naturellement, d'écrire en miroir. Étant gauchère, en fait. Étant gauchère, c'est beaucoup plus logique d'écrire de droite à gauche que de gauche à droite, en fait. Et donc, c'était déjà une forme d'écriture codée, un peu mystérieuse, où, en tout cas, il faut un miroir pour pouvoir lire ce que j'écris. Donc, j'ai tenu longtemps des carnets comme ça où j'écrivais à l'envers et personne ne pouvait comprendre. Parce que déjà, naturellement, les gens vont le lire du mauvais sens et vont se dire « Mais c'est quoi cette écriture un peu particulière ?» qui est très proche de l'arabe, au final, que mon père écrivait aussi, beaucoup sur des tablettes de bois. Peut-être que aussi c'était pour limiter que je faisais ça, même si je me rendais pas compte à l'époque. Et ensuite, j'ai suivi des cours d'orthophonie pour remettre tout ça, pour corriger et remettre tout ça à l'endroit. Mais c'est quelque chose que je pratique de temps en temps comme pour exercer aussi mon cerveau, en fait, de continuer à penser de la façon dont il pense naturellement, c'est-à-dire à l'envers. Mais l'envers est l'endroit pour moi, au final. Enfin, voilà. C'est quelque chose que je cultive, que je m'entraîne, parce que je trouve que ça fait travailler les neurones d'une certaine manière aussi. C'est très pirate, moi, je trouve ça aussi, les codes secrets comme ça. Et il y a une question que j'aime bien poser dans la poudre, c'est comment vous parlez quand vous étiez petite. Et vous avez un peu répondu tout à l'heure dans l'introduction que, justement, c'était beaucoup par le silence qu'on vous parlait. Qu'est-ce que vous lisiez dans ces silences familiaux dans votre enfance? Je pense que j'étais une enfant très... J'observais beaucoup. J'observais beaucoup et j'ai appris à lire dans la gestuelle, dans les regards, sans m'en faire une idée particulièrement. Je pense que je regardais juste pour le plaisir aussi d'observer. Dans un premier temps, c'était ça. Ensuite, j'ai collecté des informations par-ci, par-là. J'ai essayé de reconstituer un puzzle familial qui est plutôt proche de la réalité. Et au final, je me suis dit que c'était pas très grave si c'était pas fidèle à la réalité non plus, et que c'était pas forcément mon désir de reconstituer cette histoire familiale-là telle qu'on l'attend. En fait, j'ai très vite fait le deuil de la parole aussi. J'ai très vite fait le deuil de la parole pour faire confiance à d'autres choses, à une autre forme de langage, peut-être beaucoup plus directe. Et plus intuitive aussi. J'ai lu quelque chose que j'ai trouvé complètement fou, c'est que vous inventez ce personnage hyper attachant qui est Mamie Pirate dans le roman. Et après que le roman soit sorti, votre mère vous apprend que vous aviez effectivement une aïeule qui était guérisseuse. Donc c'est quand même complètement hallucinant qu'en fait votre imagination, comme vous disiez tout à l'heure, dans la fiction, finalement la vérité peut éclater. Tout à fait.
Tout à fait, c'est quelque chose dont j'ai été persuadée très tôt. Mais comme le fait d'écrire, hein, alors que je viens de loin. Et paradoxalement, j'ai toujours été convaincue que ça allait arriver, comme s'il n'y avait pas d'autre possibilité. Euh, et apprendre que mon arrière-grand-mère était guérisseuse sans le savoir, ça m'a pas surpris plus que ça en fait. C'est comme si c'était normal, justement. Confirmation. C'était juste une confirmation, quoi. Euh, Parce qu'on est traversé par l'histoire des gens qui nous ont précédés, tout simplement. Je pense, et que par moments, j'ai l'impression d'être un canal, en fait, par lequel passent les choses. Euh, et parfois, j'aurais aimé ne pas être un canal, hein. J'aurais préféré être normale, avoir un travail. Et donc, au départ, l'écriture a été vécue comme une souffrance, où je me suis dit, mais pourquoi moi, quoi? Enfin, laissez-moi tranquille, là, j'ai juste envie d'aller, tu vois, d'aller faire du roller avec mes copines, quoi. Et ensuite, j'ai appris à accepter que ça allait être ma vocation, que c'était ma vocation, et que j'allais en faire quelque chose. Vous avez commencé par lire, dans le cadre de vos études, des auteurs, autrices qu'on est nombreux à découvrir adolescents, comme Virginie Despentes ou Bukowski. Qu'est-ce qui a résonné chez vous, dans l'adolescente, dans la lycéenne que vous étiez alors? C'est vrai que, en fait, j'ai passé la plus grande partie de ma vie de lectrice adolescente à lire des auteurs qui étaient très loin de moi. Et aujourd'hui aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose qui va me sembler plus naturel aussi, de lire ce qui est loin de moi. Comme si je prenais de la distance et du recul aussi sur ce que je lisais. Alors, bon, en fait, avant Bukowski et avant Virginie Despentes, je suis quand même tombée sur un livre au CDI du collège de Stéphanie Meyer qui s'appelle Twilight. Twilight, on parle donc la de trilogie. La saga. Moi, je suis beaucoup plus vieille que vous, donc j'étais trop vieille pour être dans la folie Twilight. Mais, Twilight, je crois que ça a bien sûr. été quand même mon premier coup de cœur littéraire, quoi. Enfin, il y en a eu, pour certains, c'était Harry Potter. Harry Potter, ouais. Moi, c'était Twilight, quoi. Une histoire de vampire, une histoire d'amour. Et ouais, je tombe complètement... Enfin, je suis complètement happée par cette histoire-là, quoi. À tel point que la documentaliste du CDI commence à sentir mon intérêt pour la littérature et me demande d'écrire des fiches de lecture pour donner envie à d'autres élèves aussi de les lire, ce que j'ai commencé à faire. Enfin. Et de fil en aiguille, je tombe sur d'autres livres, mais je fais pas du tout de hiérarchie entre Stéphanie Meyer et Bukowski et Despentes, hein. Pour moi, c'est des livres. Enfin, c'est vraiment pas du tout... Enfin, j'ai jamais fantasmé la littérature, quoi. Ça a toujours été au ras du sol, hein, au ras des pâquerettes. Voilà, c'était là. Parce que peut-être que justement, le fait de ne pas avoir grandi entouré de livres, c'était comme aller prendre ma planche de skate, quoi. Enfin, je faisais pas du tout de hiérarchie. Et donc, je lis, je crois, le premier roman de Bukowski, Le Postier, il me semble. Le mec qui raconte ses galères de taf, l'alcool, la violence, son rapport aux femmes, que je serais incapable de relire aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est hyper sexiste, les femmes sont des paires de jambes, littéralement. Enfin, mais à l'époque, j'avais pas cette grille de lecture-là. En fait, je lis juste le désespoir d'un homme et la langue aussi, avec une grande liberté dans la langue. Et donc, au premier abord, on n'a rien en commun, Bukowski et moi, mais je pense que son jean et moi, on s'entend bien. On s'entendait bien, en tout cas, à l'époque. Il y a eu ça. Ensuite, King Kong Theory de Virginie Despentes, évidemment. Les premières phrases de l'exergue, je m'en souviens plus, là, je pourrais pas le... J'écris de chez les moches. J'écris de chez les moches. Voilà, c'était moi la moche, quoi, au collège, d'une certaine manière. Enfin, il y a identification, alors que c'est une femme blanche. Voilà. La marginalité, en fait. La marginalité, je crois que c'est ça qui me parlait. Je me suis dit, mais en fait, tiens, on peut raconter ça avec ces mots-là, en plus. Là, ça a fait cling dans ma tête, quoi, où je me suis dit,
Donc j'ai commencé un peu à écrire... pareil, en fait, j'ai commencé à écrire de la fiction. Avant la poésie même. J'ai commencé à écrire des histoires complètement inventées, où des femmes se faisaient violer dans les toilettes, alors que, bon, des choses assez violentes, hein, en fait. Mais à force de lire Bukowski en même temps. Je crois qu'il y est pour quelque chose. Probablement. Forcément. D'ailleurs, ce jean blanc qui est le jean de l'héroïne, qui est un peu gouailleur comme ça, il a un petit côté Bukowski quand on y pense. Dans le cadre de vos études, vous avez vécu à Montréal et à Bruxelles, si je ne me trompe pas. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est aussi des endroits où la langue française, elle est différente, en fait, où il y a beaucoup de mots différents, une prononciation différente. Est-ce que ce n'est pas aussi des endroits où vous êtes musclé, ce muscle de avoir sa propre langue, voilà, faire dévier le français dans des endroits différents? Clairement, hein. Il y a eu, ça a été important. Ça a été des voyages... important. Donc, une fois partie sur mon bateau, j'arrive à bon port et j'arrive à Montréal. Ça a été mon premier voyage aussi loin et toute seule. C'était dans le cadre d'un échange universitaire, dans le cadre de ma licence de lettres. Et j'arrive au mois de décembre. Il fait moins 33 degrés. Il y a de la neige jusque-là. Et j'entame les cours à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Et je découvre en fait la littérature québécoise. Et dans le même... une autrice qu'on pourrait rapprocher de Virginie Despentes, je découvre Nelly Arcan. Nelly Arcan. À ce moment-là, je lis Putain. Et je me prends une grosse claque, quoi. Je découvre... je découvre des auteurs... québécois qui écrivent en français, tout simplement, avec une langue que je n'ai jamais lue auparavant, en tout cas. Et Régent Ducharme, je sais pas, j'en ai pas d'autres en tête comme ça, mais ça a été fondateur aussi, hein, Montréal. Hein. Tout ce blanc, toute cette neige. J'ai commencé à écrire mes premiers poèmes à Montréal. C'était tellement inspirant, en fait. La neige, les écureuils qui viennent manger ta poubelle. Enfin, il y avait des écureuils, quoi. Comme des pigeons pour nous Comme à des Paris, pigeons, quoi. ouais, c'est ça. C'était beau et c'était hyper inspirant. Tout était poétique. Et ça élargit, en fait, ma manière de percevoir la littérature et la langue. Et je me suis musclée, hein, c'est ce que tu disais. Ça a carrément participé au fait de muscler ma langue, d'essayer des nouveaux mots, d'entendre aussi. Ouais, l'oreille, elle se fait forcément aussi quand on est... Exactement. Et justement, je voulais parler de cette vocation de musicienne parce que, voilà, tu m'as dit que tu avais cette envie d'écrire depuis que tu étais toute petite, mais tu as quand même d'abord entamé une carrière de musicienne, de chanteuse, avec des textes que tu écris toi, bien sûr. Mais à ce moment-là, quand tu avais là une vingtaine d'années, est-ce que la musique était ce qui t'occupait le plus l'esprit comparé à la littérature ou à ces poèmes que tu écrivais? Oui, moi, c'était mon grand rêve. Hein. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire ça parce que Bah oui, c'est pas... j'ai l'impression que... C'est possible, là. Oui, mais en même temps, bon, là, je suis dans une forme de bilan. J'ai l'impression que je fais le deuil aussi de ce rêve-là. Et de me dire que en fait, j'ai tendance à faire tellement les choses à côté. Alors moi, je veux être chanteuse, mais non, tu vas écrire un livre. Et là, je veux toujours être chanteuse, mais non, tu vas faire du cinéma. Enfin, c'est dingue, je fais toujours les choses à côté. Tu vas faire du cinéma? Je vais coécrire un scénario. Oh, waouh, c'est tellement cool. Ce qui est trop génial, je suis trop contente de participer. Je peux pas en dire plus, Bon, mais voilà, j'ai envie d'explorer aussi différentes formes d'écriture, mais c'est vrai que c'était la musique au départ. C'était la musique, c'était des chansons que j'écrivais en anglais principalement, peut-être par pudeur. Là, je tends beaucoup plus vers le français. Et je vais continuer à faire de la musique, je veux continuer à écrire des chansons en français et à en sortir quelques-unes. Mais c'est comme si c'était pas encore fécond. Il y a encore quelque chose de stérile musicalement. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens. Et que je suis encore appelée à faire d'autres choses, peut-être
avant de sortir un EP ou un album, ce dont je rêverais, hein, évidemment. Et je vais continuer à travailler pour. Mais mon intuition et un de mes djinns me dit que c'est pas pour tout de suite. Et je crois que je commence à accepter Mais t'as aussi. que 30 ans en même temps, t'as vraiment toute ta vie pour faire de la musique encore. À 30 ans, ça y est, hein, ça commence là. On en reparle. C'est Nabou Sonko, est-ce que tu es née femme ou est-ce que tu l'es devenue? Je le suis devenue, hein, c'est certain. Je crois que ça fait pas si longtemps en plus. Hein. Ça fait pas si longtemps. Je crois que je deviens femme. C'est un processus, hein, de toute une vie. Hein. On se réveille pas un matin en étant une femme. On le devient tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, on peut revenir en arrière, on peut se dire, bon, finalement, j'ai pas trop envie, tu vois. En fait, non. On peut revenir en arrière aussi. En tout cas, oui, pour moi, tout est fluide et tant qu'il y a du mouvement, ça me va. Je ne veux pas rester fixée dans quelque chose. Mais ouais, je pense que je le suis devenue depuis la sortie du roman. Ah oui? Ouais. Parce que Penda, l'héroïne du roman, elle est pas très genrée en fait. Il y a une espèce de fluidité, aussi bien dans son allure, dans son comportement. Elle se considère pas très fifi, quoi. Et donc c'est étonnant de se dire qu'après avoir créé ce personnage très fluide, très non-binaire, toi tu te sens femme. Oui, après, bon, Penda et moi, on est très différentes, hein, on vit pas la même chose. Hein, et moi, je suis amenée à vivre... Ok, le racisme, c'est quelque chose dont, presque j'ai envie de dire, dont j'ai l'habitude en fait. Et que pour le coup, j'ai l'impression d'avoir toujours été, de m'être toujours sentie noire avant d'être femme, pour le coup. Et là, c'est un peu en train de bouger ou de se rééquilibrer. Enfin, je sais pas comment comment ça marche en tout cas, mais là, le fait d'être une femme prend le dessus peut-être pour la première fois, ce qui ne veut pas dire que ça va le rester toute ma vie, mais oui, depuis la sortie du roman, je sais pas, par exemple, mon radar à négrophile a toujours été bien en place. Voilà, il marche très bien. Et là j'ai développé un autre radar malgré moi, qui est le radar à agresseur, ouais, maintenant ça y est, ça commence quoi. Et que du coup, bon, si j'avais pas été une femme, ce radar-là n'aurait pas été développé, en fait. Donc, bizarrement, là, en tout cas, je suis perçue comme une femme. Après, je sais pas si moi je le suis ou pas, mais voilà, du coup, je développe un autre radar parce que finalement, sortir un roman, être exposée, ça crée ça aussi. Ouais, une grande partie de cette condescendance médiatique dont tu parlais au début, elle est quand même genrée. Hein. Carrément. Enfin, il y a évidemment une grosse part de racisme, mais on parle d'une façon particulière aux meufs dans les médias. Ouais. Et les deux cumulés, évidemment que ton attention peut pas être partout, donc mon radar à racisme était beaucoup plus développé, et maintenant, le radar à sexisme commence à l'être aussi, quoi, où je me dis, ah ouais, en fait... c'est chaud. On a bien un double problème. On a bien un double problème. Tu as parlé tout à l'heure de ce master en création littéraire de Paris 8. Et c'est un endroit qui donne naissance à une génération d'écrivains assez fascinants, d'écrivains et d'écrivaines, notamment Fatima Das, qu'on a reçu aussi dans La Poudre. Il se passe quoi dans ce master pour produire des livres d'une telle qualité ? Enfin, des livres et des auteurs, auteurices. Il se passe plein de choses. Et d'ailleurs, Fatima Das, si elle m'écoute, je la salue. On avait 2 promos collés, on était à côté. On se croisait. Et j'étais trop contente qu'elle soit là, d'ailleurs. Il se passe plein de choses dans un master de création littéraire. Moi, j'aime la bagarre, hein, donc il y a de la bagarre aussi. Avec qui? Avec les profs? Avec tes camarades, hein, c'est pas toujours facile. Tu mets 20 égos d'écrivains en devenir dans la même pièce, voilà, ça peut être compliqué. Donc vous êtes que 20 par promo? On est une vingtaine. Ah ouais, c'est quand même... On est une vingtaine. C'est un truc de fou. Mais non, blague à part, c'est quand même un laboratoire génial pour expérimenter le texte comme une matière, justement. Moi, j'ai très vite accepté, dans ce master-là, de tomber de ma chaise, en fait, de me tromper. Là où d'autres arrivent, justement...
très sûrs d'eux, comme si être dans un master de création littéraire était une garantie de publication, alors que pas du tout, non. Chacun arrive avec sa sensibilité, chacun arrive avec un projet différent, chacun se trompe. En tout cas, moi, je me suis beaucoup trompée. J'ai beaucoup essayé. Et d'ailleurs, Jean, je l'ai un peu aussi écrit comme ça, quoi, comme un exercice où j'essaie, je me trompe. Tiens, on va écrire un chapitre sur les pigeons, je vais essayer. Je crois que j'en ai peut-être 2 versions différentes. Voilà, j'ai essayé. J'ai essayé de mon mieux. Et j'ai essayé de... Après, Paris 8, c'est une... Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais moi, j'ai fait mon master de genre là-bas, et c'est une fac, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui est connue pour son engagement féministe, antiraciste. C'est la fac héritière de Vincennes et de mai 68. Est-ce que dans ce master de littérature, il y avait aussi cette dimension politique très militante de déconstruction du système, etc. Ou c'était plus axé vraiment sur l'écriture? Un peu des deux. C'est vrai que on pourrait se poser la question de pourquoi il y a énormément de personnes queer qui sont recrutées dans ce master. C'est une question qu'on pourrait se poser. Ensuite, moi, de ma position, si je parle de là d'où je viens et de qui je suis, le master de création littéraire, pour moi, c'était pas Paris 8, pour le coup. Enfin, voilà, c'était pas Paris 8. Moi, j'ai fait une licence de lettres modernes à Paris 8. Et le public en licence et le public en master n'est pas du tout le même. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, entre la licence et le master, je suis partie. Parce que je me suis dit, c'est pas là que ça va se passer, justement. C'est encore trop blanc, c'est encore trop ceci, c'est encore trop bourgeois. Donc voilà, je tiens à dire cette nuance-là. Parce que c'est vrai que Paris 8, voilà, politiquement et tout, mais donc moi, je suis partie à Bruxelles. Je suis partie à Bruxelles pendant 1 an, et là, en fait, là, je me suis pris une grosse claque sociale. Enfin, là, c'était dur, quoi. Alors là, j'y étais pas du tout. Alors là, j'ai essayé d'écrire bien, avec des bonnes phrases, parce que autour de moi, c'était ça qui se faisait, en fait. Et donc, après Bruxelles, je me dis, ok, c'est ça le paysage littéraire. Là, je capte un truc. Je me dis, ok, je rentre à la maison, je rentre à Paris 8, que je connais, que j'avais fait ma licence. Et là, ils sont pas prêts, en fait. Là, vraiment, c'est ce que je me dis, quoi. Je me dis, personne n'est prêt, là. Et donc, j'arrive à Paris 8 quand même un peu remontée parce qu'en plus, mon père venait de mourir. Donc, c'était pas une période de ma vie très simple à ce moment-là, où je me dis, bon, là, il faut que je trouve ma langue, en fait. Il faut que j'arrête d'imiter ou de vouloir me fondre dans la masse de ce qui se fait et de ce qui est validé. Donc là, j'arrive à Paris 8, et c'est vrai que je suis entourée de personnes qui me ressemblent globalement, mais c'est pas forcément une garantie de sororité ou de copinage. C'est assez complexe. Je sais pas si on a le temps d'aborder toutes ces questions-là, mais j'étais pas toujours d'accord avec plein de personnes qui étaient censées être mes alliés. Donc c'est vrai que moi, très vite, dans le master, première année, je joue le jeu, j'ai envie de me faire des copains, des copines et tout, ok, on est cool. Deuxième année, je dis, je calcule plus personne, en fait. En fait, les gens, ils sont pas avec toi. Donc, deuxième année, et c'est là où je trouve ma voie, d'ailleurs, que je commence à trouver mon écriture, où, écoute, qui même me suivent, moi, je fais mon chemin, en fait. Ouais, ça y est, après, on sait qu'il y a tellement peu d'auteurs qui arrivent à percer. Ouais. Enfin, voilà, même si vous êtes très peu à la base, on sait bien que sur les 20, il n'y en a pas 20 qui vont avoir un prix littéraire, quoi. Ouais, Donc, non, peut-être aussi que c'est la carrière, en fait, vers laquelle vous vous orientez qui fait qu'au final, vous finissez d'être un peu seul, quoi. Oui, et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui tient absolument à être bien entouré, à trouver des ponts, à faire se rencontrer les gens. Et peut-être que justement, dans le master, j'ai été trop gentil, quoi. En tout cas, je me rendais pas compte de la portée ou de l'ambition démesurée de certaines, qui ont fait que du coup, je me suis laissée bouffer un peu en première année, et je me suis vite reprise en deuxième année, où je me suis dit, mais en fait, ça y est, là, j'arrête en fait de vouloir plaire à tout le monde, et même à des gens qui sont de ma communauté.
justement, où je me dis, mais en fait, moi, je veux creuser ma voix et elle sera singulière. Là, j'ai compris que ça allait être ça aussi, et que c'était important pour moi C'est ça, de faire écrire ça. peut-être aussi. Bah oui. Et comment ça s'est passé derrière la rencontre avec Grasset? Parce que je sais que ce master a la réputation de produire des plumes vraiment intéressantes, donc les éditeurs, ils sont là un peu tapis dans l'ombre à attendre que vous soyez diplômé pour venir vous chercher à la sortie. Oui, c'est vrai que à la fin du master, tu soutiens ton texte devant un jury d'éditeurs, d'éditrices, ce que j'ai fait. Et même si moi, mon roman n'était pas du tout terminé quand j'ai passé la soutenance, en fait, j'ai beaucoup plus écrit mon roman après le master que pendant le master. Le master était une expérimentation où je testais plein de choses, et il m'a fallu 2 ans après le master pour vraiment terminer. Donc, et en plus, il y a la vie qui passe, tu travailles, tu voyages, tu vois tes amis, tu sors. Donc, j'ai laissé mon projet de côté pendant un petit moment pour faire autre chose. Et je m'y remets dans l'idée qu'avec tous les retours qu'on m'avait fait pendant la soutenance, on m'avait dit que c'était prometteur, qu'il y avait une langue, que c'était génial, mais que voilà, c'était pas terminé, quoi, qu'il fallait terminer. Donc moi, j'ai pris mon temps, hein, pour le coup. D'ailleurs, j'ai besoin de temps pour écrire. Et, et donc là, je termine tranquillement. Et là, un matin, je me dis, bon, je crois que j'ai terminé, en fait. J'ai terminé. Et qu'est-ce que je fais? C'est quoi la marche à suivre? Dans le master, on ne nous parle pas tant on travaille beaucoup le texte, mais on nous met en contact évidemment avec des éditeurs et des éditrices. Mais encore une fois, c'est pas une garantie de publication. Tu peux envoyer, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Et là, en scrollant sur Instagram, je tombe sur l'agente Ariane Gueffard. Je regarde un peu son catalogue, les auteurs, les autrices qu'elle représente. Je me dis, tiens, en vrai, moi, je connais personne, hein. Je suis personne, là. Tu sais déjà que tu vas pas envoyer ton manuscrit par la poste et attendre le fameux coup de fil là, qui va changer ta vie, là. C'est pas un conte de fées. Je le savais, que ça allait pas se passer comme ça. Donc, je contacte Ariane, je lui envoie mon manuscrit, elle adore. Elle adore, et on se rencontre. Et à partir de là, on commence à brainstormer les maisons d'édition potentielles, toutes les deux. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir choisi mon éditrice, mais de pas avoir choisi Grasset. Ma maison rêvée, c'était Christian Bourgois. C'était là que je voulais être. Ou j'aurais pu être aussi dans la collection de l'imaginaire chez Gallimard. C'est des livres qui m'ont beaucoup marqué aussi. Vous auriez pu être dans Sorcière de Cambourakis aussi. J'aurais pu être dans Sorcière de Cambourakis. Complètement. Enfin, il y avait pas mal de possibilités, d'autres possibilités. Et ensuite, tu choisis un être humain. En fait, tu choisis quelqu'un. Tu choisis une personne qui t'a lu et qui a compris. Donc, j'ai choisi mon éditrice chez Grasset. Et ensuite, ça s'est super bien passé. Le travail éditorial sur le texte, elle a été hyper forte dans sa manière de me lire. Comme une ostéopathe, en fait, qui remet ta colonne vertébrale toute droite. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Elle m'a très peu parlé de la langue, elle m'a beaucoup parlé de la structure. De la narration, de l'histoire. De la narration et de la composition des chapitres. Par exemple, au départ, les chapitres n'avaient pas de titre. Et une des premières remarques que me fait Juliette Just, donc chez Grasset, c'est qu'elle, pendant sa lecture, pour elle-même, elle a titré les chapitres pour se repérer, savoir ce qui se passait à tel chapitre. Et là, elle me dit qu'elle a titré tous les chapitres et que le dernier tiers, justement, elle a du mal à mettre un titre parce que justement, je ne sais pas trop où est-ce que tu veux en venir. Elle me dit ça. Et en fait, du coup, ce retour-là, où en fait, elle me fait un retour sans faire de retour, en fait. Elle me dit juste, elle, ce qu'elle a fait. Donc moi, je rentre chez moi et je me dis, OK, en fait, je vais titrer mes chapitres. Ça va m'aider à me repérer. Et elle avait raison parce que le dernier tiers, j'arrivais plus à mettre de titre. Il y avait un truc où ça allait justement dans tous les sens.
Et donc, Perdu dans la forêt. oui, j'étais perdue dans la forêt, en plus, c'était vraiment le dernier tiers, quoi. Et donc j'ai déplacé. Il y avait d'autres chapitres, par exemple, Penda et Jimmy regardaient Memento, le film. Il y a des chapitres entiers où je détaille le film, et en fait, ça a sauté, ça sert à rien. Mais voilà, il y avait plein de chapitres comme ça que j'ai déplacés, où j'ai essayé comme ça, un peu comme un puzzle, voir ce qui marchait ou pas. Et une fois l'ossature fixée, je me suis dit, mais oui, putain, elle a eu trop raison. En fait, c'est exactement ce qu'il me fallait là. Il fallait que j'aille chez l'ostéopathe et qu'on me remette ma colonne vertébrale toute droite, quoi. C'est ça qu'elle a fait. Et, et ça a l'air tout bête et tout con, hein, comme ça, mais en fait, moi là, j'avais besoin d'une ostéopathe, quoi. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Ça s'improvise pas. Alors oui, donc tu me parles de cette façon dont la narration du livre a été retravaillée avec ton éditrice, et je trouve ça intéressant parce que tu l'as souvent dit, ce livre, ton objectif à la base, c'était de parler du racisme et de parler de la façon dont ton héroïne et un peu à travers elle, toi, s'est sentie marginalisée alors qu'elle se sentait pas du tout marginale à la base. Mais au fond, je trouve qu'on peut aussi rester sur un plan complètement narratif de l'histoire, sans interroger forcément la dimension sociologique ou politique de l'œuvre. C'est une quête, c'est un roman initiatique, tout ce qu'il y a de plus, pas classique parce qu'il n'est pas classique, mais en tout cas, tout comme il en a été écrit beaucoup. Est-ce que c'est une lecture que tu acceptes? Est-ce que tu es OK si on lit ton livre vraiment que comme une histoire hyper intéressante et bien racontée? Ah oui, complètement. Oui, je peux pas le refuser, hein. Et ça d'ailleurs, je pense que je suis entrée dans l'écriture de ce texte par la langue, par la manière dont j'allais l'écrire, en premier lieu. Et enfin, c'est un roman très double, et du coup, l'écriture aussi était très double. Et les deux étaient importants pour moi. Autant la langue que l'histoire. J'avais envie de partir d'un point A et d'aller à un point B aussi. Alors, quelle partie a pris le dessus? J'avais envie justement de trouver un équilibre entre les deux, et que moi je suis assez frustrée souvent dans ce que je peux lire. C'est que justement, alors soit c'est la langue qui est formidable et en fait il se passe rien. Ouais. Ouais, je dirais pas de nom, mais je vois très bien. Voilà, ouais, il y en a beaucoup, hein, comme ça, quoi. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de livres qui prennent ce parti-là. Comme si la langue, c'était aussi quelque chose. Oui, et d'ailleurs, c'est les réflexions que Penda aussi a sur la langue. Elle a une réflexion autoréflexive sur son usage de la parole et sur comment elle va agencer les mots. C'était en même temps important pour moi d'arrêter aussi des moments où elle allait réfléchir sur ce qu'elle disait, sur ce qu'elle dit, et en même temps qu'il y ait une histoire. En fait, moi, j'ai été baignée par des séries, par des films, par des thrillers, par la pop culture américaine, par exemple. Enfin, il y a tout ça, en fait, que j'avais envie aussi de mettre à l'honneur dans Jean. Après, ça s'est pas fait de manière consciente. On me parle par exemple de contes. On m'a dit qu'on avait l'impression qu'il y avait aussi les codes du conte dans Jean, alors que en fait je lis pas de contes. Enfin, Ah, c'est marrant parce donc, que moi, c'est vraiment tout de suite ce qui a résonné avec moi. je lis pas de contes, mais je pense que c'est l'effet écriture au passé aussi, en fait, qui doit faire cet effet-là. On peut mettre comme première phrase « Il était une fois » et ça marcherait, Ouais. en fait. Ça marcherait parce que c'est l'impulsion. Pour raconter quelque chose, il était une fois Penda qui vivait avec sa grand-mère. Tout est écrit à l'imparfait et au passé composé. Il y a très peu de présent. Il n'y a pas du tout de passé simple, par exemple, aussi. Ça, je m'en suis rendu compte. Et en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs que le présent était un temps qui m'ennuyait un peu, que j'arrive pas à me projeter dans une histoire au présent parce que du coup, il faut décrire les choses telles quelles dans le temps présent, justement, enfin, à un moment T. Là où tout de suite, en fait, moi j'ai dû passer, on était dans un bar et là, hop, ça y est, tout de suite, j'ai envie de raconter un truc. C'était où ce bar? Pourquoi? Comment? Avec qui? Tu vois? Là, oui, moi, le passé, je pense que ça m'aide énormément à me projeter dans une histoire, quoi. Donc, ça a participé à
à l'effet conte et à l'effet ok, la langue va être stylée, mais je veux aussi vous raconter quelque chose, quoi. Ouais. Il y a aussi quelque chose que je trouve hyper intéressant dans ce roman qui n'a pas forcément été aussi, je trouve, suffisamment abordé dans les interviews que tu as faites. C'est ton regard sur la folie, je mets des guillemets. Voilà, il y a, enfin, un des personnages principaux, Jimmy, il est dans un hôpital psychiatrique, il a été diagnostiqué schizophrène. Et il y a une scène dans l'hôpital que je trouve extrêmement forte où en fait Pendar rend visite à Jimmy, il y a un autre patient qui reçoit une visite et finalement dans cette scène on n'arrive plus à différencier les personnes qui sont hospitalisées des visiteurs et j'ai eu l'impression que dans cette scène tu nous disais finalement comme il y a un trouble à plein d'endroits dans ce livre, c'est le livre qui va un peu briser les frontières entre noir et blanc, entre hommes et femmes, entre ville et forêt. Et là, il y a une frontière qui se brise entre les personnes qui ne sont pas folles et les personnes qui sont folles. Oui, c'est vrai. Dès le début du roman, en tout cas, Jimmy est interné. Et c'est vrai que d'avoir très tôt un personnage enfermé, c'était aussi pour moi une manière d'interroger la notion de liberté. C'était très important pour moi. Je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce que j'en fais de Jimmy? Est-ce qu'il reste enfermé? Comment le faire sortir par la prison, de sa prison finalement, parce que c'est une prison... c'est une forme de prison, l'hôpital psychiatrique aussi. C'est un milieu carcéral, d'une certaine manière, et qu'on connaît tous. Actuellement, moi, je donne des ateliers d'écriture au centre pénitentiaire de Nanterre, et que c'est vrai que ma première visite de la prison, je me suis dit « Ah tiens, mais je connais cet endroit ». Alors que en fait, c'était la première fois que je mettais les pieds dans un centre pénitentiaire. Mais en fait, je connais cet endroit parce que c'est l'école. D'un coup, c'est l'école, en fait. Wow. La promenade, la cour de récréation, c'est l'HP aussi. Avec ses barreaux, tu rentres, t'as pas le droit de sortir. Donc, c'est des endroits qu'on connaît tous. Et au-delà des endroits physiques et géographiques, c'est aussi des endroits, des espaces mentaux, en fait, des formes de barrières mentales qu'on va se mettre nous-mêmes ou qu'on va nous imposer, ou que l'autre va nous imposer. Donc pour moi, je pense que c'était la schizophrénie, c'était une manière d'interroger aussi tout ça. Que finalement, la folie n'est pas toujours là où on l'attend. Et qu'elle est beaucoup plus proche que ce qu'on imagine. Et que celui qui est enfermé est pas forcément celui qui est en prison, en fait. Bon, là, c'est une réflexion actuelle parce que c'est vrai que les ateliers d'écriture au centre pénitentiaire me font réfléchir un peu à ça. Et je me rends compte d'ailleurs que la thématique de l'enfermement, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Mais pour mieux parler de liberté, comme si j'avais besoin de ça. Donc voilà, faudra pas s'étonner si dans mon prochain roman, il y a encore quelqu'un qui est enfermé quelque part. Mais... encore une fois, tu vois, t'es toujours à côté. Donc finalement, la schizophrénie était, je veux pas dire un prétexte, parce que évidemment, moi, c'était une métaphore pour parler de la quête identitaire de Penda, le fait qu'elle ait un jean blanc, cette double grille de lecture qu'elle a en tant que, à la fois, t'es marginal, mais en fait, toi, tu te sens la norme. Donc voilà, évidemment qu'il y avait ça. C'était l'envie première, en tout cas, dans Jean, d'interroger finalement cette schizophrénie identitaire, quoi, en fait, d'oublier qu'on est noir parce qu'en fait c'est pas une question pour soi et qu'en fait l'autre te le rappelle, constamment des réflexions qui ne sont pas les miennes en fait à la base. Donc c'est un cheminement pour moi l'écriture et j'aimerais pouvoir continuer à écrire et nourrir des réflexions où la question raciale, tout en étant crucial, parce que je pense que ça va continuer à faire partie de mon travail, ne sera pas le centre aussi. Et pour ça, j'ai de la chance que Toni Morrison soit passé par là. Enfin voilà, j'ai la chance d'avoir des aînés quand même assez redoutables là, sur la question.
Je précisais pour les personnes qui écoutent et qui ont pas forcément, qui captent pas ce qu'on dit quand on parle de ce jean blanc depuis tout à l'heure. Oui, c'est On vrai. parle pas d'un vêtement. On parle donc le jean, c'est une sorte de génie, de petites voix intérieures ou de personnages qui vient accompagner les humains. Et donc, dans le livre, il y a un ressort humoristique qui repose sur le fait que Penda, qui est une femme noire, a un jean qui est un mec blanc et qui lui dit, par exemple, de pas trop la ramener quand on lui demande de se lever dans le bus, on va pas faire un esclandre, etc. Et c'est comme cette petite voix intérieure que vous venez de très bien décrire. Bon, il y a beaucoup de scènes qui sont très marquantes dans le livre, mais moi, celle qui m'a le plus marquée, et vous en avez parlé à l'instant, c'est la scène avec les pigeons. Je trouve qu'il y a aussi une réflexion super intéressante en fait qui regroupe, enfin qui rejoint ce que tu viens de dire sur l'enfermement. Voilà, Penda va dans l'appartement où Jimmy ne vit plus depuis qu'il a été interné, et cet appartement est occupé par des pigeons qui sont comme chez eux, qui rentrent et sortent par la fenêtre ouverte. Et là, on s'attend à vivre une scène de dégoût. Voilà, où on se dit ça va être horrible, la pauvre elle rentre là-dedans. En fait, Penda se sent extrêmement bien parmi ces pigeons, dont on imagine qu'ils ont complètement salopé l'appartement depuis des semaines ou des mois. Et elle s'allonge sur le lit et elle trouve un apaisement, un repos même peut-être pour la première fois du livre à ce moment-là. J'ai trouvé ça vraiment assez incroyable cette scène. Est-ce que je peux avoir sa genèse? Ou en tout cas savoir ce qu'il y avait derrière. C'est vrai qu'on m'en parle beaucoup de cette scène, hein. Elle est surprenante. Elle a marqué, hein. Elle a marqué et ça m'étonne pas parce que je crois que c'est une scène que j'ai écrite en étant mais complètement en transe, hein. Ah bah ça se sent. Et encore une fois, j'étais pas toute seule, hein. Ouais. Non, on était plusieurs, hein. Il y avait des ancêtres, je sais pas où là. Mais ouais. Et j'aurais beaucoup de mal à en parler, à part dire, parler de l'état dans lequel j'étais finalement quand je l'ai écrite, c'est-à-dire dans une sorte de transe assez intense et assez fulgurante où elle est arrivée, quoi. Elle s'est imposée. Elle s'est imposée. Et encore une fois, peut-être que c'est aussi une scène que j'ai pas. Enfin, d'ailleurs, beaucoup de chapitres de Jean n'ont pas du tout été écrits dans l'ordre chronologique, hein. J'écrivais plein de petits bouts de texte par-ci, par-là, et la ligne directrice était la voix de Penda, en fait. C'est ça qui faisait cohérence avec le tout. Et pour moi, cette scène de pigeon, c'était comme un aparté. En fait, on pourrait l'enlever Ouais. et la mettre dans un autre livre qu'elle marcherait. Et c'est un interlude C'est un interlude musical, parce oui. qu'il y a, enfin voilà, il y a cette phrase. Je suis restée là à fixer une fissure au plafond et à écouter la symphonie des graves, des aigus et des médiums. Et vous décrivez en fait le chant des pigeons. Mm. Je trouve ça fou. Oui, non, mais c'est vrai que ça fait écho aux oiseaux dont je parlais au début et plus largement à ma pratique de la musique et peut-être de ma propre voix et de l'attention, en tout cas, que j'essaie de porter à la voix des autres, à ce qu'une voix dit, à ce qu'une voix ne dit pas aussi, aux tonalités, au rythme, à toutes ces choses-là qui sont pas perceptibles, à toutes ces choses qui sont dites à travers une voix, mais qui ne sont pas forcément perceptibles, ou qui sont pas évidentes ou même rationnelles. Alors moi, je suis la spécialiste pour dire, pour avoir des théories, là. Je suis la spécialiste pour avoir des théories qui naissent de mes intuitions, en fait, et que j'arrive pas toujours à expliquer, à rationaliser par A plus B. Alors attends, mais moi je pense ça de ça, et crois-moi, je vous dis la vérité. mais oui, c'est peut-être aussi une manière pour moi d'écouter ma voix intérieure, en fait. En tout cas, en prenant soin de ma voix intérieure et en l'écoutant, ça me permet de mieux écouter celle des autres aussi. Et de la voix des gens qui m'entourent, que ce soit celle des oiseaux ou des chiens.
Sénabou Sonko, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous? Oui. Oui, il y en a plusieurs même. Et encore une fois, c'est pas forcément une chambre physique, c'est pas un endroit en particulier, c'est une chambre intérieure, avant tout, je pense. Parce que je peux écrire partout, même si la plupart du temps, j'écris dans ma chambre à moi. Et c'est facile pour toi d'enclencher le mode j'écris, quel que soit l'environnement? Ça dépend des étapes de travail. J'aime bien écrire tranquillement chez moi quand il s'agit de faire des premiers jets. Et j'aime beaucoup aller me relire dans des cafés, justement, là où il y a du bruit, où il y a d'autres gens qui m'entourent. Voilà. Ça évoque quoi pour toi, la poudre? La poudre à canon, hein. On est sur le bateau pirate et bim, bim, bim. On envoie les canons. Merci beaucoup. Merci. Sénabou. Merci à Sénabou Sonko d'être venu faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Thomas Torres. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, continuez de faire parler la poudre.